La présidence de la République rend public un décret fixant le calendrier de la prochaine élection présidentielle. L'Assemblée nationale tient une plénière sur le projet de loi relatif au Code général des impôts. Journée nationale sur la restitution du rapport de la Commission nationale d'initiative pour la transparence dans les industries extractives pour l'exercice 2016. Merci de vous joindre à nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et comme annoncé dans les titres, on connaît désormais le calendrier fixant le déroulement des échéances présidentielles 2019. Il a été annoncé hier soir dans un décret rendu public par la présidence de la République. Ainsi, le collège électoral est convoqué le samedi 22 juin 2019 et en cas de second tour, le samedi 6 juillet 2019. Les forces de l'ordre et de sécurité inscrits sur la liste électorale voteront le vendredi 21 juin 2019 et en cas de second tour le vendredi 5 juillet 2019. Quant aux déclarations des candidatures à l'élection du président de la République, elles sont adressées au Conseil constitutionnel à compter de la publication du présent décret et doivent lui parvenir au plus tard le mercredi 8 mai 2019 à minuit. Le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de la candidature et en donne le récépissé. Le Conseil constitutionnel établit la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle et la rend publique le jeudi 9 mai 2019. Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste provisoire des candidats est ouvert à toute personne candidate. Et les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel le vendredi 10 et le samedi 11 mai 2019. Il statue sur les réclamations dans les 48 heures qui suivent sa saisine. Le Conseil constitutionnel transfère la liste définitive des candidats au gouvernement qui en assure la publication au plus tard le mercredi 22 mai 2019. La campagne électorale sera ouverte le vendredi 7 juin 2019 à 0h et close le 20 juin 2019 à minuit. Le scrutin sera ouvert à 7h et clos à 19h. Les opérations électorales relatives à l'élection présidentielle seront exécutées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs du scrutin. Le présent décret sera publié suivant la procédure d'urgence et au journal officiel de la République islamique de Mauritanie. Au courrier du président de la République, de la présidence de la République, Mohamed Ould Abdelaziz a adressé un message de félicitations à Emmerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une séance plénière consacrée à la discussion et à l'adoption du projet de loi relatif au Code général des impôts. Le gouvernement était représenté à cette plénière par le ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Ould Ndiaye, qui a indiqué que le présent Code général des impôts remplace l'ancien qui est demeuré statique malgré l'évolution introduite dans la législation financière. Et c'est un compte rendu de Moussa Ndiaye. Au cours de la séance plénière présidée par le député Cheikh Oulbaya, président de l'Assemblée nationale, un projet de loi portant Code général des impôts a été présenté aux députés. Cette présentation a été faite par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Après la lecture du rapport de cette commission,
Les députés ont, dans leurs interventions, loué la politique fiscale adoptée par le gouvernement ces dernières années et dont les résultats sont significatifs, précisent certains. Non seulement sur les recettes du Trésor, mais aussi sur le pouvoir d'achat des salariés de l'État et qui a permis de financer le développement. D'autres intervenants ont demandé de soumettre ce genre de projet de loi à une étude technique approfondie et d'impliquer toutes les parties prenantes concernées avant leur élaboration. Dans son exposé, le ministre de l'Économie et des Finances, M. Mokhtar Ould-Ndiaye, a dit que le projet en question abroge et remplace l'ancien Code des impôts 6082 en date du 24 mai 1982 qui est resté sans changement, précise-t-il, en dépit des évolutions introduites par les lois de finances. Le ministre de l'Économie et des Finances a noté que le nouveau Code général des impôts comporte des modifications de fond et de forme par rapport à l'ancien. Des modifications, ajoute-t-il, ont rendu le code plus clair non seulement pour l'administration, mais aussi pour les contribuables. Et enfin, le projet de loi portant Code général des impôts a été adopté par les députés au cours de cette séance plénière. Ce code est divisé en 4 livres. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott de la journée nationale destinée à réconcilier les chiffres et les volumes. Cette rencontre a été également marquée par la restitution du rapport de la Commission nationale de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives pour l'exercice 2016. Et c'est un compte rendu de Bokar Bailaba. L'objectif de la rencontre est d'assister le gouvernement mauritanien et les bénéficiaires à identifier la contribution du secteur des industries extractives au budget de l'État et assurer davantage de transparence dans les ressources étatiques. Ainsi, le ministre des Pêches et de l'économie maritime Yahya Ould Abdeldaïm, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines par intérim, a souligné que le rapport restitué constitue un moyen de jauger le travail accompli par la Mauritanie pour être en conformité avec les normes de la transparence internationale, ce qui représente un jalon supplémentaire sur la voie de la bonne gouvernance. Il a précisé que le rapport élaboré par le Bureau d'études More et Defense constitue à la fois un rajout qualitatif au travail de la Commission nationale de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. De son côté, le conseiller du Premier ministre et président de l'ITIE, Mohamed Lemounour Ahmedou, a indiqué que l'élaboration de ce rapport constitue un acquis majeur sur la voie de la consolidation des règles de bonne gouvernance et de la transparence des secteurs pétroliers et miniers. Ainsi, la coopération allemande a exprimé la volonté d'accompagner la Mauritanie dans le domaine de l'application des règles de la transparence et de la bonne gouvernance. Nous espérons que les données publiées et les recommandations qui y figurent vont être pleinement exploitées et suivies par les parties prenantes pour améliorer la gestion du secteur extractif. La coopération mauritano-allemande est fière d'avoir accompagné la mise en œuvre de l'ITIE en Mauritanie depuis le début du processus. Il faut à ce propos souligner que nous sommes franchis ensemble des grandes étapes et que nous sommes aujourd'hui en train de réaliser, avec l'intégration des données ITIE, des réformes assez fondamentales. Cette évolution va non seulement changer l'élaboration des rapports ITIE essentiellement dans le futur, mais aussi la façon de promouvoir la transparence dans le secteur vital de l'économie mauritanienne. La Banque mondiale n'est pas en reste. Elle indique que l'initiative pour la transparence des industries extractives est d'une grande pertinence à bien des égards. L'initiative pour la transparence des industries extractives est un effort louable d'assurer la transparence des données sectorielles et des revenus étatiques qui demeurent autrement difficiles à analyser. La transparence doit naturellement mener à la redevabilité et à la responsabilisation pour améliorer la gestion des ressources minérales dans les pays.
Cela nécessite non seulement de présenter les informations détaillées sur les revenus, mais également d'assurer une dissémination compréhensible pour un large éventail de parties prenantes. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est la norme mondiale pour la promotion d'une gouvernance ouverte et redevable des ressources pétrolières, gazières et minérales. Notre ambassadeur en Angola, son Excellence Mohamed Ould Makhala, a remis aujourd'hui ses lettres de créance au président de la République d'Angola, João Lourenço, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République d'Angola. Le nouvel ambassadeur a ensuite eu une entrevue avec le président angolais à qui il a transmis les salutations du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Le président angolais l'a à son tour chargé de transmettre ses salutations et sa considération au président de la République. Nouakchott a également abrité aujourd'hui un atelier destiné à l'évaluation des besoins des secteurs du pétrole, de l'énergie et des mines en termes de renforcement des capacités. La rencontre est organisée par le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines en collaboration avec la société Shell. Sur quoi ont porté les échanges? Élément de réponse avec Malik Nekli. L'évaluation des besoins du secteur du pétrole, de l'énergie et des mines en ce qui concerne le renforcement des capacités, tel est le but de cet atelier d'échange organisé par le ministère concerné en collaboration avec la société Shell. À cette occasion, le secrétaire général du ministère du pétrole, de l'énergie et des mines a indiqué que les dernières découvertes de gaz au niveau de l'offshore et leur développement très proche dans le cadre du projet Grand Tortue Ahmeyim ouvrent de nouvelles perspectives pour notre pays. Il a ajouté que le département du pétrole, de l'énergie et des mines entend poursuivre la mise en œuvre de la stratégie visant à maximiser la valeur tirée de ces ressources de manière à permettre une contribution efficace à la croissance économique de notre pays, conformément aux orientations du président de la République. Cette vision, dit-il, repose sur une politique managériale transparente, axée sur la bonne gouvernance, menée par le gouvernement, précisant que cette politique a permis d'atteindre nos objectifs en attirant de grosses sociétés pétrolières ayant les capacités techniques et financières pour réaliser des projets énergétiques d'envergure. Il a souligné que c'est dans ce cadre que le département a signé en juin 2018 un protocole d'accord avec la société Shell portant sur l'évaluation conjointe des opportunités d'exploration des options énergétiques domestiques et du renforcement des capacités, précisant que la rencontre a pour but de présenter une évaluation des besoins du secteur du pétrole et de l'énergie en termes de renforcement des capacités. Le directeur général des hydrocarbures, M. Moustapha Ould-Béchir, a quant à lui mis en exergue l'importance de cet atelier. Il a souligné que toutes les parties prenantes à ce domaine, les partenaires et les sociétés pétrolières opérant dans ce domaine, ont été impliqués dans la formulation et la recherche des meilleures voies et moyens de mettre en place cette stratégie. En juin 2018, le gouvernement mauritanien a signé un protocole d'accord avec la société Shell. Je suis très heureux pour vous voir ici et avoir votre contribution et votre coopération dans ce processus. Les participants à cet atelier d'échange ont suivi des communications techniques sur les besoins du secteur du pétrole, de l'énergie et des mines et sur les dernières découvertes en offshore. Le Centre national de cardiologie bénéficie d'un lot d'équipements médicaux offerts par la société Coca-Cola. Le don a été remis au secrétaire général du ministère de la Santé par l'organisation de bienfaisance MedShare. Malik Nekli toujours. Le Centre national de cardiologie a reçu un don médical octroyé par la société Coca-Cola par le biais de l'organisation de bienfaisance MedShare. Le don se compose d'un conteneur renfermant du matériel médical, des lits et des équipements destinés à la chirurgie. Le secrétaire général du ministère de la Santé a indiqué que cette aide, octroyée pour la 3e fois consécutive au Centre national de cardiologie, représente une contribution appréciable aux efforts du ministère de la Santé visant à développer le Centre national de cardiologie et à en faire une référence dans la sous-région et à lui permettre de jouer son rôle conformément à l'objectif qui lui est tracé par le président de la République,
à savoir répondre aux aspirations des populations mauritaniennes. L'ambassadeur d'Espagne en Mauritanie a marqué de sa présence la cérémonie de remise de dons. Et ma présence ici est à double titre. Tout d'abord, pour demander Soboma de continuer à appuyer l'hôpital et le Centre national de cardiologie. Vous savez que pour l'Espagne, la santé, c'est précisément un secteur prioritaire de sa coopération. Le président du conseil d'administration de la société, M. Hamadi Ould-Bouchreya, a indiqué que cette aide est la troisième du genre. Il a précisé que la société de bienfaisance a demandé au ministère de la Santé de lui présenter une demande portant sur les besoins essentiels du Centre national de cardiologie. L'initiative du groupe de concert avec sa filiale Soboma en Mauritanie et en collaboration avec Medshare veut s'inscrire dans la durée. Le groupe équatorial, conjointement avec sa filiale Soboma en Mauritanie et en collaboration avec Medshare, joue un rôle très important en Mauritanie à travers le développement des communautés locales. Ceci témoigne à nouveau notre volonté d'accompagner les autorités mauritaniennes à équiper les structures sanitaires pour renforcer la santé des populations concernées. Une bonne nouvelle pour la femme sahélienne, le projet de renforcement de ses capacités financées conjointement par les pays du G5 Sahel et le gouvernement espagnol est sur les rails. Il a été lancé officiellement hier au cours d'une cérémonie à l'ambassade du Royaume d'Espagne. Ce projet va soutenir la participation des femmes dans l'espace du Sahel. Et c'est un compte-rendu de Bokar Bailaba. La finalité du projet est de faciliter l'intégration et la prise en compte effective du genre et des priorités spécifiques des femmes, y compris des jeunes filles, afin de contribuer à la stabilité et au développement de la région du Sahel. Ainsi, le conseiller chargé du genre au ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille, professeur Mohamed Ould-Eli Telmoudi, a déclaré que la participation de la femme est une condition fondamentale pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Il a ajouté que cet intérêt s'est répercuté de façon positive sur la participation de la frange féminine dans tous les domaines, notant que l'objectif de ce projet que finance le gouvernement espagnol est d'appuyer la participation des femmes de l'espace du G5 Sahel à la prise de décision afin de contribuer à prévenir l'extrémisme, jeter les bases de la paix et de la sécurité et favoriser le règlement des conflits. Pour le secrétariat permanent du G5 Sahel, ce projet va poser la première pierre du lancement d'une coopération régionale fructueuse entre les pays du G5 Sahel et l'Espagne. Il nous est apparu primordial d'agir en vue de mieux intégrer les enjeux de la participation des femmes dans les processus politiques et de développement de notre sous-région. Cette exigence s'impose d'autant plus que les différentes stratégies élaborées pour contribuer au développement du Sahel ont toutes mis pertinemment l'accent sur le caractère essentiel de l'égalité des sexes et l'importance de l'implication effective des femmes dans le processus de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, tant au niveau national que régional. Pour le Royaume d'Espagne, le G5 Sahel doit avoir une vision pour la femme en tant qu'élément fondamental pour l'atteinte des objectifs majeurs, à savoir la réalisation de la paix. Une plus grande participation des femmes sahéliennes dans les organes de décision régionaux et nationaux, une plus grande autonomisation économique, ainsi qu'une lutte plus déterminée contre les violences à l'égard des femmes, nous permettront de nous acheminer vers la paix et la sécurité au Sahel, une région qui se trouve aujourd'hui touchée par plusieurs conflits. Voilà pourquoi il nous faut entamer une réflexion plus adaptée aux réalités du terrain, puisque la sécurité et le développement sont deux éléments qui doivent évoluer en parallèle. En somme, le projet aura pour effet de développer les activités de plaidoyer afin d'intégrer une perspective de genre dans les instances de décision du G5 Sahel. Suite des travaux de l'atelier sur le rôle des services publics d'emploi dans le déploiement des politiques migratoires de leur pays, les participants ont échangé sur les problématiques de la migration, du travail de façon générale et les législations
en la matière. Moussa Ndiaye. Les différentes séances des travaux de l'atelier de Nouakchott sur le rôle des services publics d'emploi, SPE, dans le déploiement des politiques migratoires de leur pays ont été marquées au cours de la deuxième journée par échange d'informations et débats, où chaque participant peut intervenir pour présenter des outils d'insertion ou toute action qui facilite l'intégration des immigrés ou des réfugiés sur le marché de l'emploi. Damien Sen, le chargé d'affaires de l'Union européenne ici en Mauritanie. L'Union européenne attache une grande importance à ce sujet. Nous avons beaucoup de projets qui sont en œuvre, que nous mettons en œuvre avec nos partenaires mauritaniens et d'autres tout partout ici dans la région, dans le domaine de la migration, pour fomenter la migration légale, pour les possibilités pour les migrants de bénéficier de toutes sortes de programmes, aussi bien pour leur savoir-faire et pour les favoriser le développement de leur pays via différents projets favorisant la circulation des travailleurs, par exemple, et aussi la création d'emplois dans les pays. Eve-Marie Mosseret, secrétaire exécutive de l'AMCEP, l'Association mondiale des services de l'emploi public, qui, en partenariat avec l'ANAPEJ, organise cette conférence internationale sur le thème des migrations. Migration au départ, migration au retour, et ce avec de nombreux partenaires, que ce soit l'OIT, que ce soit l'Union pour la Méditerranée, que ce soit d'autres partenaires qui sont impliqués sur cette thématique. Ibrahim Agnok, directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi du Mali, président de l'Association africaine des services publics d'emploi. L'objet de cette conférence est de permettre à nos services publics d'emploi de fédérer leurs efforts pour comprendre la problématique de la migration. Faire en sorte que le migrant qui quitte l'Afrique puisse travailler dans le cadre d'une migration légale et faire en sorte que les compétences de nos demandeurs d'emploi puissent être valorisées à l'international. Un des objectifs principaux également au niveau de cette conférence, c'est de maîtriser la migration régionale entre pays africains, inter- et intra-africains, mais aussi avec la région du Maghreb, donc les MOPA au sein de l'Association mondiale des services publics d'emploi. L'expérience mauritanienne dans le domaine de l'emploi sera sans nul doute renforcée à travers les recommandations et orientations de l'atelier de Nouakchott sur le rôle des services publics d'emploi SPE dans le déploiement des politiques migratoires. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les titres. La présidence de la République rend public le communiqué fixant le calendrier de la prochaine élection présidentielle. L'Assemblée nationale tient une plénière sur le projet de loi relatif au Code général des impôts. Journée nationale sur la restitution du rapport de la Commission nationale de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, exercice 2016. Demain, vous retrouverez, Inch'Allah, Cheikh Naoud Cheikh Sadbou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah.